Bienvenue dans Féminouï, le rendez-vous des femmes par les femmes. Je suis Angelina, votre hôte, et je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage qui promet d'être captivant. Plongez avec nous dans des conversations authentiques, des conseils pratiques et des histoires inspirantes qui feront vibrer votre féminité. Bonne écoute! Bonjour Aude. Bonjour. Merci d'être avec moi pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de la thérapie. Et plus exactement, on va faire en sorte de lever le voile sur ce tabou qu'est la thérapie. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes à nous, que tu nous en dises un peu plus sur toi avant qu'on aborde tout ça. Ok. Alors moi je m'appelle Aude, du coup, je suis née à Tahiti, je suis partie en France faire de l'immobilier, rien à voir, et puis j'ai décidé de revenir chez moi à Tahiti et de me recentrer sur ce que je voulais faire réellement. Donc j'ai commencé mes études à distance à Paris et à Genève. Donc je suis diplômée coach mental de l'Institut international de Genève et je continue mes études dans la psychologie pour être psychopraticienne d'une école à Paris. Et après, j'aimerais bien faire des formations dans la neuroscience. J'ai fait un peu de PNL, de programmation neurolinguistique. Et l'idée pour moi, c'est d'avoir plusieurs études pour faire des connexions et comprendre encore un peu plus le cerveau humain. Parce que c'est vrai que la thérapie, c'est un sujet qui est large. Alors, j'ai trouvé une définition. Ouais. Je vais te la donner, tu vas me dire ce que tu en penses. Ok. Cette définition, elle dit que la thérapie, c'est un processus de traitement où une personne parle avec un professionnel qualifié pour comprendre et résoudre des problèmes émotionnels, psychologiques ou comportementaux. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, je suis complètement d'accord avec cette définition. Il y a juste cette connotation de thérapie qui souvent est liée à un traitement et donc qui est liée à la maladie. Et je pense que c'est pour ça que les gens, souvent, ont peur d'aller faire une thérapie parce que, ah non, mais moi, je suis pas malade. C'est donc tout le sujet d'aujourd'hui, c'est que la thérapie, ce n'est, entre guillemets, pas que en cas de problème. Comment toi, tu la définirais avec tes mots? Alors, pour moi, s'il y a deux mots vraiment phares qui la résument, c'est comprendre et décision. La thérapie va te permettre de te comprendre, de comprendre les autres, de comprendre ta relation avec les autres, mais de comprendre aussi tes émotions, tes comportements, tes schémas répétitifs et tes mécanismes de défense. Et après, pour moi, c'est très important cette notion de décision. À un moment donné, tu prends la décision d'aller bien, tu prends la décision de prendre tes qualités et de les amener en force ou de prendre ton passé douloureux et de l'amener en force. Ça me fait penser à une phrase que mon formateur, je fais une formation en PNL, justement, je crois qu'on en parlait en off, et mon formateur disait quelque chose de super intéressant, il disait qu'en tant que thérapeute, on n'était pas là pour conseiller, juger ou autre, on était juste là pour faire se rendre compte aux gens qu'ils ont en eux les ressources nécessaires pour aller bien. C'est juste ça, en fait. Exactement. En fait, on est un miroir. Et souvent, les gens disent « Ah mais oui, mais du coup, c'est trop simple, je vais pas aller voir un thérapeute pour juste qu'il me pose des questions ou pour qu'il me dise des choses que je sais déjà. » Non, justement, on est un miroir, on va te montrer ce que toi, tu ne vois pas chez toi. Et on va te montrer que tu as la possibilité de y arriver. Mais des fois, on est dans un tel mood qu'on se dit, mais non, en fait, moi, je vais pas y arriver. Moi, je suis pas comme les autres. Moi, je suis différente. Moi, je suis trop abîmée par la vie. Je ne vais pas y arriver. Et donc, l'idée, c'est de te montrer petit à petit, de déconstruire cette idée que tu as négative de toi et de te montrer que si tu peux être une jolie fleur, en fait. Que tu as les ressources en toi. Exactement. Et en fait, un peu comment les utiliser, quoi. Exactement. Exactement. Et c'est très important, je trouve, de pouvoir mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Ne serait-ce de le dire à haute voix, il y a déjà une énorme partie de la problématique, on va dire, qui s'en va. Parce que tu l'as mis déjà sur le plan conscience. Et donc, rien que de le dire à voix haute et de le dire à quelqu'un, il y a quelque chose d'inexplicable qui s'en va. Je vais pas te dire un pourcentage parce que je n'en sais rien, mais il y a un petit pourcentage qui déjà, le travail déjà commence, en fait. Le travail de changement déjà commence. On dit d'ailleurs souvent que parler, c'est thérapeutique.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différents types de thérapies enfin, je suppose qu'il y en a des centaines, mais en tout cas des types généraux qui existent. Mais alors du coup, il va y avoir plusieurs thérapeutes déjà. Donc il va y avoir des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes. On va être aussi sur le plan holistique, par exemple, avec des gens qui ont de la clairvoyance, de la médiumnité, des kinésiologues. Il y a la psycho-bio-acupression, il y a le coaching. Et en fait, tout ça, ce sont des thérapeutes différents qui ont reçu des méthodologies différentes avec des outils différents. Donc, il n'y a pas de meilleure thérapie ou de meilleur thérapeute. Il faut que vraiment ça te corresponde. Il faut que tu sentes que ça me parle. Ah oui, d'accord. Je suis allée voir cette psychologue. Ça m'a permis de comprendre mon passé. Ça m'a permis d'évaluer un petit peu mes traumas, d'en parler, de poser des mots dessus. Et après, j'ai décidé d'aller faire, par exemple, du coaching, parce que le coaching, on va me poser des questions pour savoir comment est-ce que tu peux te servir de ton passé pour aller de l'avant. Après, tu peux te dire, écoute, je vais essayer d'aller voir au niveau énergétique, au niveau de mon corps. Donc, il y a des énergéticiennes avec des acupressions au niveau des méridiens, au niveau du corps pour remettre un petit peu l'énergie. Donc, honnêtement, je pense qu'il y a autant de méthodologies presque que d'humains, on va dire. Et donc, c'est un peu ça aussi le sujet, c'est de se dire que tout est complémentaire et que la thérapie, elle intervient à différents moments de notre vie sur différents sujets. Exactement. Des fois, on va avoir un mood complètement un peu déprimé, par exemple, où on va broyer un petit peu du noir et on va avoir un petit besoin de renouveau, un petit besoin de boost. Parfois, on va être dans une phase linéaire et on a envie aussi d'avoir un petit coup de boost pour pouvoir développer encore plus nos capacités, développer notre entreprise. Et puis des fois, on va vivre vraiment des traumatismes. Donc là, on va vraiment faire un gros travail pour libérer aussi cette surcharge émotionnelle. Donc oui, à différents moments de la vie, on peut avoir différents thérapeutes et différentes méthodologies. C'est ça, en fait, ce n'est pas parce que à l'heure actuelle, par exemple, je ressens le besoin d'aller voir une coach, par exemple, que nécessairement dans quelques années, ce sera le cas. Ça pourra très bien être autre chose. Exactement. Des fois, j'entends des gens qui me disent mais si je vais voir telle personne, si par exemple c'était un couple et ils me disaient non mais si déjà au bout de moins d'1 an de relation, je vais voir un thérapeute, qu'est-ce que ça va être dans 3 ans? Mais justement, dans 3 ans, tu ne seras pas en train d'aller voir un thérapeute peut-être parce que tu as déjà résolu certains problèmes, parce que vous avez déjà mis en place une certaine communication, une certaine compréhension. Donc, la vie, il y a forcément des hauts et des bas. Donc, des fois, dans des hauts, on n'en a pas besoin. Des fois, dans des bas, on en a besoin ou on n'en a pas besoin parce qu'on a déjà nos ressources, parce qu'on se connaît déjà. Donc, il faut pas hésiter à aller toquer à la porte de plusieurs thérapeutes pour moi. On en parlait, c'est un vrai sujet tabou, donc tu en donnais un exemple justement de préjugés. Est-ce que tu as d'autres exemples de phrases que tu entends souvent en tant que thérapeute? J'entends souvent déjà, si j'arrive pas à parler à mes amis, à ma famille, c'est pas un inconnu que j'irai parler. Mais justement, les amis, la famille, ils vont porter un autre regard sur toi si tu parles de tes problèmes. Ils peuvent t'apporter un jugement, ils peuvent te donner des conseils qui ne sont pas forcément les tiens. Alors que nous, en tant que thérapeute, c'est vraiment un espace libre de bienveillance, de tolérance, où tu as du temps pour toi et où tu vas pouvoir déposer tout ce que tu n'oses pas déposer par peur du jugement. Nous, on n'est pas là pour te juger, on est là pour te comprendre, te rassurer et te dire ce que tu ressens, c'est normal. Tu n'es pas la seule à ressentir ça. Ça, c'est important aussi à rappeler. Ouais. C'est très important à rappeler. Est-ce que tu as d'autres exemples? Je pense notamment au fait que ce soit un tabou. Oui. Et que parfois, j'entends dire, oui, mais aller voir un psy, c'est pour les fous. Oui. Exactement. Parce que comme on disait tout à l'heure, thérapie peut avoir une connotation de traitement et donc de maladie. Et souvent, on voit l'asile, on voit les fous, on voit des maladies mentales en fait. Alors que non, on peut changer peut-être le mot de thérapie en connaissance de soi.
de se connaître mieux pour être en meilleure relation avec soi et donc en meilleure relation avec les autres. C'est ça le but de la vie. On n'est pas des individus où on vit tout seul, reclus derrière dans une montagne. On est des individus d'interaction, donc on va ressentir des choses souvent on n'arrive pas à expliquer, on n'arrive pas à mettre les mots dessus. Et donc du coup, ça va nous permettre de vraiment apprendre petit à petit à se connaître, même si pour moi, on ne peut pas se connaître totalement parce que en fonction de tes ressentis du moment, il va y avoir un accident, tu vas pas réagir de la même façon par exemple, donc tu pourras pas te connaître à 100%, mais tu pourras au moins avoir des pistes et la prise de décision. C'est très important pour moi cette prise de décision parce que quand on n'a pas fait de thérapie, on fait les choses inconsciemment. On fait des choix inconscients. Et à un moment donné, souvent ça pète, la crise de la quarantaine. On passe 40 ans de notre vie à écouter un peu à droite, à gauche, les parents, la société, le rang social. Et à un moment donné, ça pète parce qu'en fait, mais non, c'est pas moi ça. Moi, j'ai pas envie de ça en fait. Moi, j'ai envie de faire du surf, moi, j'ai envie de partir là, j'ai envie de faire du voyage. Et donc, les gens pètent un câble. En fait, si je comprends bien, c'est un peu éviter ces crises, c'est une meilleure connaissance de soi, d'aller faire une thérapie, en tout cas de faire appel à un thérapeute, et donc une meilleure connaissance de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite. Exactement. J'allais justement te demander quels sont les signes ou quand est-ce qu'on peut se dire tiens, je crois que j'ai besoin de me faire accompagner. Alors des fois, c'est pas forcément un besoin, ça peut être aussi une curiosité. Mais quand on ressent par exemple quelque chose comme j'avance plus, je suis bloquée. Ou souvent nous en coaching on pose des objectifs et la personne se dit mais en fait je n'arrive pas à atteindre mon objectif. C'est pour ça qu'elle vient nous consulter. C'est parce que j'ai un objectif professionnel, sportif, relationnel et tout est objectif en vrai. Et on va voir le pourquoi tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Donc ça peut être un objectif que tu n'arrives pas à atteindre, un mal-être, quelque chose en toi que tu ressens et que tu sais pas comment expliquer, tu sais pas pourquoi c'est là, des réactions vives, tu ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe en fait. Et donc tout simplement il y a une incompréhension de toi et donc tu vas vouloir en fait éclaircir un peu tout ça et voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, mettre un peu les cartes sur table pour après prendre la décision de je me connais un petit peu. Je sais que si j'emprunte le chemin A, il va y avoir telle et telle conséquence, telle et telle arrivée. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de prendre le chemin A ou le chemin B qui va peut-être m'amener à autre chose? Mais avant de pouvoir prendre une décision, il y a des mécanismes inconscients qu'il faut débloquer. Parce que on reste souvent dans des schémas négatifs. On va par exemple chercher un compagnon qui est toujours un petit peu le même et qui au final va nous faire souffrir ou on va retomber dans une relation toxique. Et ça, c'est des mécanismes inconscients et si on n'en prend pas conscience, on pourra pas, même si on le veut, changer de chemin. Parce que notre cerveau va vouloir rester dans quelque chose qu'il connaît. C'est quelque chose de rassurant. Ça veut pas forcément dire que c'est bien, mais c'est ce qu'il connaît. Donc, s'il ne connaît pas le bonheur, un certain bonheur, il n'ira pas le voir. Donc, en fait, la première étape qu'on fait, c'est la prise de conscience. C'est ça. C'est de se dire, je crois qu'il y a quelque chose qui fait que je bloque, que je me sens moins bien, que je ne suis pas heureuse dans ma relation, que... C'est ça. Et donc, on va tirer des petites ficelles. Nous, en tant que thérapeute, on tire les petites ficelles. Est-ce que ça pourrait être comme ci? Est-ce que ça pourrait être ça? D'où est-ce que ça pourrait venir? Et donc, le but, c'est de te poser, enfin, nous, en tant que coach, je parle vraiment en tant que coach, c'est de te poser des questions dont tu ne connais pas les réponses. Et la meilleure question, c'est quand le coaché, il te dit, ah oui, j'avais pas pensé. Donc là, tu sais que tu as touché quelque chose qui va le faire, en fait, avancer, tout simplement. Comment on fait pour prendre conscience de ça? Qu'on est, entre guillemets, à un stop, qu'on est peut-être pas heureux. Chacun va le vivre différemment et je pense que c'est un ressenti. Un ressenti où il y en a qui vont être plus analytiques et donc qui vont faire une analyse un peu sur leur vie et se dire bon là j'ai fait plein de choses et là cette année j'ai pas fait autant de projets que je voulais au début d'année. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que j'ai reculé à chaque fois mes projets? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à changer de travail? Qu'est-ce qui m'empêche? Donc oui, la prise de conscience pour moi, c'est vraiment d'abord un ressenti, je pense. C'est un bon exemple. Moi, je pense notamment à une phrase qui dit vaut mieux avoir des remords qu'avoir des regrets. Il y a un peu de ça en fait.
c'est réussir à parfois se poser la question et je pense prendre du recul sur sa vie. Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Aujourd'hui, on vit très vite, très intensément. La société fait qu'on a tout de suite, très rapidement, et on a l'impression qu'autour de nous, tout le monde a tout de suite. Et donc, de se dire, attends, mais moi, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que ce chemin A me convient? Donc, je pense qu'il y a vraiment de ça, de ralentir un peu le rythme et de se poser et de se dire, est-ce que là, à l'instant T, je n'aurais pas de remords? Exactement, et de prendre le temps, du coup. Ce temps qui passe super vite, qu'on pourra pas rattraper. Et c'est ce que je leur dis à mes coachés, je leur dis, mais vous vous rendez pas compte la chance que vous avez? On vous offre notre temps pour que vous puissiez réfléchir sur vous. Alors, il y en a qui vont dire, ah, mais oui, mais tu prends quand même de l'argent, c'est quand même donnant, enfin, ouais. Oui, certes, il faut quand même que je mange un peu à la fin du mois, et l'argent, c'est un troc, en fait. Je te donne du temps, donc en échange, tu me donnes, bah voilà, si c'est un poulet, mais là, pour l'instant, c'est de l'argent, tu vois. Et ça, et le temps, c'est quelque chose on ne chérit pas assez, je trouve. Et il y a aussi cette notion de vouloir, comme tu dis, aller vite, plus vite, aller toujours plus, être toujours plus rentable, être toujours plus fort. Et donc, il y a ce tabou qui est là avec la thérapie, parce que moi, je suis pas malade, moi, je peux résoudre mes problèmes, je n'ai besoin de personne, je suis fort. Et aller voir un thérapeute, ça voudrait dire aussi que j'ai des problèmes. Et c'est pas bien vu d'avoir des problèmes, parce que nous, on est là, on veut de la réussite, on veut être le premier, on veut que ça carbure, etc. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a cette phrase aussi qu'on a déjà tous entendue qui dit que de parler de ses émotions, c'est d'aller voir quelqu'un, c'est un signe de faiblesse. Oui, oui, oui. C'est une phrase qui me paraît, moi, personnellement aberrante, mais qui est dans la tête de beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ça? Je trouve que c'est par rapport à l'éducation. Un petit garçon, ça pleure pas, enfin. Une petite fille, elle a le droit de pleurer, mais toi, non, toi, t'es fort, toi, tu dois... Allez, on y va, tu tombes, on se relève direct. Et donc, on a bloqué, en fait, ces émotions depuis tout petit. Et il se passe énormément de choses dans l'enfance, et pour moi, tout part quand même de l'enfance, et l'enfance va faire que tu vas devenir tel ou tel adulte, inconsciemment, sauf si tu fais, bien évidemment, une prise de conscience, des thérapies, etc. Il y a cette éducation qui est vachement ancrée avec les filles peuvent pleurer, peuvent avoir mal, et les garçons non, ils doivent bloquer leurs émotions, quoi. Et donc ce qui fait, c'est que à un moment donné, par exemple, le petit, il peut pleurer, tu vois, mais si on lui donne pas l'attention qu'il requiert parce qu'il a mal, parce qu'il est en train de pleurer, il va changer son émotion, il va la mettre en colère. Et là, quand il crie, qu'il jette tout partout, l'adulte s'intéresse à lui. Donc, il va comprendre qu'en fait, il faut switcher cette émotion. Il faut l'émotion de la tristesse, on la met de côté, on la remplace par la colère, comme ça, on nous écoute, on nous entend. Et donc, ça devient souvent des adultes. Bon, il y a plusieurs mécanismes après qui se mettent en place, mais il peut y avoir des adultes à la fin qui ne peuvent pas pleurer, mais qui se mettent en colère et qui n'arrivent pas à pleurer. Et il y a aussi cette peur en tant qu'adulte de vouloir explorer une émotion par peur de se laisser envahir par cette émotion et de ne plus rien contrôler, en fait. C'est très difficile d'être dans le lâcher-prise, et souvent on est dans le contrôle. On veut contrôler notre corps, notre façon de manger, notre façon de nous habiller, notre image, et donc aussi contrôler ce qu'on ressent. Et le lâcher-prise est primordial, mais il est terrifiant, parce que c'est l'inconnu. Qu'est-ce qui se passe si j'ouvre cette petite porte derrière? Mais qu'est-ce qu'il y a comme monstre en fait derrière, tout simplement? Et souvent, on a peur aussi d'aller en thérapie parce qu'on a peur de trouver quelque chose qui nous fait peur, en fait. Qu'est-ce qui cacherait à l'intérieur de nous qui pourrait sortir comme ça et qui pourrait être jugé et jugeable par les autres? Et enfin, moi, je peux le confirmer et tu me diras ce que tu en penses, mais c'est vrai que de faire un travail sur soi, on peut pas dire que c'est quelque chose de facile. Ouais. On peut pas dire que c'est un long fleuve tranquille, justement. Par contre, je pense qu'on peut dire toutes les deux, et tu me diras si je me trompe, que c'est tellement bénéfique. C'est que ça peut être long, ça peut être fastidieux. En effet, ça peut être compliqué d'ouvrir quelques portes, parfois. Mais une meilleure connaissance de soi, de ces mécanismes que nous avons créés de par nos expériences de vie, de ces croyances, de tout ça,
ça permet aussi de s'en libérer et de voir les choses autrement. Ouais. Et donc, je pense que c'est aussi important de le souligner. C'est vrai que on en parle beaucoup, on dit souvent, oui, mais c'est être faible, mais il y a aussi des gens qui ont conscience que ça ne l'est pas, qu'il faut être courageux pour aller chercher, pour aller creuser, et qui peuvent en avoir peur, et c'est humain. Exactement. Est-ce que la faiblesse, c'est de le mettre dans le déni, de pas vouloir voir, ou est-ce que la faiblesse, la force, est-ce que c'est plutôt de mettre dans le déni et de ne pas aller voir ce qu'il y a derrière, ou est-ce que la force, c'est justement de se dire, ok, ça va être long, je vais avoir mal, mais j'ouvre cette porte parce que je le sais pas encore sur le moment, mais j'ai l'espoir qu'en tout cas, il y a un après meilleur après cette porte. Et de toute façon, honnêtement, ça pète à un moment donné. Tout ce qu'on met dans cette petite boîte de Pandore, à un moment donné, ça pète. Quand on est 40 ans, 70 ans, 60 ans, moi j'en ai eu à plusieurs âges, soit elles font un burn-out, les personnes, soit il y a une crise existentielle et je ne sais plus qui je suis, qui je veux être, à quoi sert la vie, enfin, il y a une remise en question de tout en fait. Donc autant le prendre avant, autant y aller petit pas par petit pas et décortiquer tout ça pour ne pas arriver à ce point de déchirure et de non-retour. Est-ce que tu as un exemple parmi les personnes que tu as rencontrées ou dans ta vie personnelle de réels changements qu'a apporté justement la thérapie? Je vais prendre mon cas. Moi, je suis dyslexique, dysorthographique, dyscalculique. Donc, déjà de base, il fallait avoir un psychologue parce que tu peux ressentir du rejet, de l'abandon, t'as une mauvaise image, une mauvaise estime de toi parce que les autres te jugent, te trouvent bête. Donc, c'était très important d'être suivi psychologiquement. Donc, j'ai fait, par exemple, moi, mon parcours psychologique, c'est que je suis allée voir des psychologues, une en particulier quand j'étais jeune. Après, j'ai vu un psychiatre et après, je me suis tournée vers le coaching. Le fait d'aller voir un psychologue quand j'étais jeune m'a permis de mettre des mots sur des traumatismes, par exemple sexuels que j'ai eus et qui a été primordial d'aller voir quelqu'un. Si je n'avais pas été aller voir quelqu'un, j'aurais pu tomber dans une certaine addiction, j'aurais pu encore détester mon corps et complètement me désaimer totalement. Et puis ensuite, je suis passée avec un psychiatre parce que j'ai voulu aussi voir un petit peu la différence. Je suis assez curieuse et donc la différence de thérapie. Et à un moment donné, je lui ai dit bon, maintenant je connais mon passé, je connais mes traumas et je ne suis toujours pas heureuse. Qu'est-ce qui se passe? Et il me disait les clés sont en toi. Alors d'accord, les clés sont en moi, d'accord, mais c'est encore plus frustrant parce que tu te dis je n'arrive pas à aller chercher ces clés. Où est-ce qu'elles sont? J'ai la serrure mais j'ai pas les clés. Et avec la découverte du coaching, ça m'a permis de voir comment est-ce que tu prends ton passé pour le changer en force. Comment est-ce que tu peux te mettre des objectifs? Comment est-ce que tu peux avoir du coup un plan d'action pour tenir ces objectifs? Et donc là, ça a été un autre travail et aussi bénéfique. Et donc, c'est pour ça que pour moi, je fais des études dans la psychologie et dans le coaching pour rassembler les deux parce qu'il y a des choses qui sont, qu'il faut comprendre à droite et à gauche et qu'il faut rassembler. En fait, tu es ton propre cobaye. Exactement. Et donc, tu as vu un réel changement puisque tu as réussi à utiliser, pour le rappeler, un traumatisme. C'est un événement qui a engendré des émotions très fortes et donc qui a été mis entre guillemets un petit peu de côté par notre corps et notre tête, et donc qu'on n'a pas su intégrer. Et donc traiter ces traumatismes, c'est justement réussir à passer outre. Alors c'est exactement ça, mais je voulais rebondir sur une chose, c'est on n'est pas obligé d'avoir vécu des traumas pour aller en thérapie ou pour aller vers la connaissance de soi. Souvent aussi j'entends oui mais il y a pire que moi. Non, on arrête de se comparer en fait. On arrête de se comparer. Ce que tu as vécu, et ce n'est pas l'acte en lui-même que tu as vécu, mais c'est la façon dont tu as vécu la chose qui est vraiment traumatisante en fait. Et donc, on n'est pas du tout obligé d'avoir eu une vie catastrophique pour se dire je suis légitime à aller voir quelqu'un et à m'aider. Non, pas du tout. C'est exactement ça, un traumatisme, comme on disait, du coup, c'est un événement où nos émotions ont été très fortes, peu importe l'événement, et te confesse, c'est propre à chacun. Chaque humain est différent et chaque humain réagit de manière différente face à un même événement, encore une fois.
Si tu devais un petit peu parler justement aussi du rôle du thérapeute, il y a une phrase qui m'a beaucoup plu dans ce que tu as dit. Tu as dit que ce fameux psy t'avait dit tu as les clés en toi. Et je pense qu'il faut aussi le rappeler, c'est que d'aller voir un thérapeute, ce n'est pas nécessairement aller voir quelqu'un qui va te conseiller, te dire de faire ci ou ça, pas du tout. Oui, exactement. Parce que c'est comme si je te passe ma paire de chaussures en te disant waouh, elle est super. Tu vas la mettre, tu vas dire mais non, pas du tout en fait. Moi mes pieds ils sont comme ça marche pas du tout, j'ai mal aux pieds. Donc donner des conseils, ça ne marchera pas pour nous, notre formation qu'on a fait en tout cas. Pour moi déjà un bon entre guillemets bon thérapeute, c'est une personne avec laquelle tu vas avoir un feeling, tu vas avoir une connexion humaine déjà de base. Et aussi quand même d'aller voir un petit peu ses diplômes. Parce qu'il y a beaucoup de nos jours qui se disent thérapeutes, qui se disent coach. Et donc, personnellement, moi, comment je vois la chose, c'est que je me renseigne un petit peu sur son parcours, de quelle école il est diplômé ou quelle formation il a eu. Et puis après, c'est aussi en parlant et en voyant comment la discussion s'opère. C'est très important de garder cette liberté de réflexion, cette liberté d'esprit. Quelqu'un que tu vas sentir qui va un peu tourner les choses pour te faire penser d'une certaine façon ou qui va t'empêcher un petit peu de réfléchir par toi-même, là, prendre peut-être un petit peu du recul, qui va affirmer des choses hyper, ah, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, voilà, peut-être se poser un petit peu des questions. Voilà, faire un petit peu attention aux formations que ces thérapeutes peuvent avoir et à la vision de la vie, à la vision aussi de leur méthodologie. Parce que donc c'est ça aussi, c'est que au-delà de la forme de thérapie, c'est important de le souligner, c'est important de trouver son thérapeute, celui qui nous convient. On en parlait, du coup, tu prenais ton exemple pour justement pour illustrer un petit peu une évolution sur ce qu'apporte la thérapie. Comment dans notre vie quotidienne, parce qu'il y a de ça aussi, en fait, c'est pas tout d'aller voir quelqu'un. Il peut aussi s'agir de se faire du bien à la maison. Est-ce que tu as des exemples de choses qu'on pourrait mettre en place dans notre vie quotidienne? Alors, il y a des personnes qui vont pas réussir à se faire du bien parce que elles vont toujours trouver des excuses, elles vont toujours trouver quelque chose à redire parce qu'elles inconsciemment pour elles ne méritent pas de se faire du bien. Donc il faut être conscient un peu de ça parce que souvent c'est oh mais non je vais pas faire ça, oh mais non mais qu'est-ce que c'est que ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Il y avait un coach Thomas d'Azenbourg qui disait c'était important de prendre 3 minutes 3 fois par jour. 3 minutes 3 fois par jour, tu le répartis un peu comme tu veux pour te poser et te dire OK, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que j'ai besoin pour ne pas se retrouver en conflit avec l'autre, pour ne pas se retrouver en surcharge émotionnelle en fait. On peut avoir des petits rituels pour se vider un petit peu son énergie de la journée par exemple avant de rentrer à la maison, de retrouver son conjoint, de retrouver sa famille, de prendre un peu de temps dans la voiture. Voilà, ça c'est au niveau émotionnel. Après, pour se faire du bien, ça va passer par la nourriture, ça va passer par la reconnexion avec la nature et donc du coup de s'imposer une sorte de discipline en fait qui est au début pas facile, tu vois, il faut à peu près 7 jours pour avoir une routine, on va dire. Et peut-être de se poser, de se demander OK, dans ma semaine en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis plus énervée? Est-ce que je suis plus triste? Est-ce que je suis plus heureuse? Est-ce que mon professionnel et mon perso, quel est le ratio entre mon professionnel et mon perso? Et à partir de là, d'essayer d'ajuster. Ah moi je sais que la nature c'est très important et là depuis des semaines je suis pas allée faire de rando. Donc je vais m'imposer entre guillemets une forme de rando chaque semaine parce que ça va permettre de me vider. Donc ça peut passer par aussi par en fait tout simplement le soir quand on est seul dans la salle de bain. De se dire je vais me passer une petite crème et tout parce que ça va faire du bien à mon corps, ça va l'hydrater, je vais me faire un petit masque sur les cheveux, tu vois. Ça peut passer sur le plan corporel, ça peut passer sur le plan émotionnel et sur le plan aussi au niveau des activités. C'est important d'avoir des activités pour soi, soit tout seul à coudre ou soit d'avoir un partage avec autrui comme de la danse par exemple ou aller voir des amis et puis passer du bon temps et puis rigoler.
Donc en fait, l'étape numéro 1, c'est aussi de se faire plaisir et de trouver ce qui nous fait du bien. C'est ça. Et c'est un peu ça la thérapie qu'on fait. C'est réussir à se dire, je crois que la thérapie, ça fait du bien. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est pour nous, c'est un moment pour nous, pour aller mieux si on a un mal-être ou pour décupler nos capacités. Donc c'est que du positif, même si on va passer par des moments parfois de douleur, à la fin, mais vraiment c'est un changement qui se fait petit à petit, et quand tu arrives à voir la vie autrement et à prendre conscience et avec gratitude de chaque petit moment de la vie, tu te dis ah oui, peut-être que je suis en train de toucher du doigt la paix et peut-être le bonheur en fait. Parce que c'est ça aussi dont j'ai pas parlé avec la thérapie, c'est comme quand t'es myope, tu vois pas, t'es flou, tu te dis peut-être que tout le monde voit comme ça, peut-être que les gens ils ne voient pas comme ça. Et puis la connaissance de soi avec la thérapie, ça va être tes lunettes. Et là, tu vas prendre conscience que ah ouais, en fait le monde il est différent. Tu vas avoir une sorte de clairvoyance sur toi, tu vois, sur ce que tu as, sur ce que tu ressens. Et puis tu peux changer tes verres aussi. Tu peux les voir un coup rose, un coup vert, un coup marron. Et donc, ça te permet de voir dans une situation, de voir en fait qu'il y a plein de points de vue en fait. Et que une chose qui va t'arriver de traumatique, une chose qui va t'arriver que tu penses négative, mais en fait, c'est un cadeau mal emballé. Parce que certes, ça t'a fait mal, ça t'a détruit. Mais qu'est-ce que ça t'a appris à côté? Ça t'a permis de voir la vie autrement. Ça t'a permis du coup de passer plus de temps avec les gens que tu aimes parce que tu as compris que la vie, elle était chère en fait et qu'elle pouvait partir. Ça, c'est un cadeau mal emballé. Voilà. C'est une très belle définition et je trouve que c'est important justement de le souligner. C'est un cadeau mal emballé. Ça ne doit pas être tabou. Tu le disais, c'est au tout début de cet épisode, tu avais du mal avec ces termes qui soulignent qu'on pourrait croire que aller voir un thérapeute, c'est nécessairement être malade. Non, c'est vraiment de se dire, c'est un moyen comme un autre de me faire du bien et de tendre vers le mieux-être encore et encore. Parce je pense qu'on pourra dire, et tout le monde sera d'accord, qu'on n'est jamais trop heureux. On n'est jamais trop bien dans notre vie, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que je passe à une autre étape? Non, je pense que tu as très bien résumé la fin. C'est ça, en fait, c'est juste se faire du bien. Et ça fait du bien de se faire du bien. C'est pour ça que ça doit pas être tabou. Ouais. Exactement. Et juste la dernière petite chose, c'est en fait d'essayer avant de critiquer, d'essayer avant d'avoir un préjugé, d'avoir un jugement, de voir ce qu'il en est. Mais attention, c'est pas parce que tu essaies avec une personne que ça y est, tu dois te faire une idée de ce que c'est le coaching, la psychothérapie, etc. C'est peut-être pas le bon thérapeute, mais c'est peut-être la bonne thérapie, mais pas le bon thérapeute, ou c'est peut-être pas la bonne thérapie. Donc, tester petit à petit. Il y a aussi cette histoire juste qu'on se dit que c'est un luxe, parce que c'est assez onéreux. Là, c'est que les psychiatres qui peuvent se faire rembourser. Enfin, on peut se faire rembourser que si on va voir un psychiatre. C'est un luxe, mais c'est encore une fois une responsabilité et une prise de décision. Son propre bonheur, c'est une responsabilité. Parce que on décide ou pas d'être heureux. Même si on a eu des événements traumatiques, des événements durs, on décide quel chemin on prend. Et la thérapie est là pour t'aider à te poser et à te dire, OK, quel chemin j'ai envie de prendre? Voilà. Ça rejoint quelque chose que je dis souvent, qui est qu'on choisit dans la vie. Et je te rejoins, tu peux choisir d'acheter une télé très chère parce que ça te fait plaisir, tout comme tu peux choisir d'aller te voir ou d'aller voir une autre forme de thérapeute parce que ça te fait du bien. Le plus important, tout compte fait, c'est de se dire, est-ce que cet argent, je le mets dans quelque chose qui me fait du bien? Je l'investis sur moi. C'est le meilleur investissement, en fait. Alors certes, il y a les besoins primaires, de avoir un toit, de la nourriture, de s'occuper des enfants, voilà. Mais après ça, quand il nous reste de l'argent, qu'est-ce qu'on décide d'en faire? Et c'est une responsabilité de se faire du bien, d'être heureux pour soi, mais aussi pour les autres. Si t'es malheureux, si t'es pas bien, si t'as des traumas, tu vas les remettre sur les autres, en fait. Donc ça va être que ça va créer des relations toxiques, des relations conflictuelles. Donc c'est une vraie responsabilité et une prise de décision pour moi.
Merci pour ces mots. Avant de conclure, j'aimerais te faire un petit exercice, quel est l'exercice du vrai-faux. Oui. Tu le connais déjà, mais je le rappelle. L'idée, c'est que je te donne des phrases. Tu me dis si selon toi, elles sont vraies ou elles sont fausses. Je le précise, le but de cet exercice est un petit peu de déconstruire aussi des croyances qu'on a sur ce sujet-là. Ok, d'accord. Je stresse. Bon, c'est selon Pas. moi, d'accord? Qu'on vienne pas me critiquer, d'accord? Et de toute façon, même moi j'ai déjà, enfin, entre guillemets, quand je les écrivais, mais Ouais, d'accord. la thérapie est uniquement destinée aux personnes ayant des problèmes. Donc du coup, comme on l'a dit un petit peu, non, c'est pas uniquement quand tu as des problèmes. Il y a des coachs, par exemple, en entreprise pour essayer de mettre il y a des coachs en entreprise pour mettre certaines personnes à des postes plus avantageux pour eux, on va dire, dans le sens où ils ont plus de capacité à être des managers ou à être des techniciens, et donc du coup on va évaluer leurs compétences. Donc non, ce n'est pas que quand tu as des traumas ou autres. Ça peut aussi t'aider à te prendre conscience de tes compétences. C'est exactement ça, et donc encore une fois aller vers ce chemin de soi et cette connaissance de soi. Consulter un thérapeute signifie que l'on est incapable de gérer ses problèmes. Oui, on n'est pas capable de gérer ses problèmes seul, du coup on est faible et moi je suis fort. Alors pas du tout, c'est justement on est un miroir. Tu marches dans la rue, tu sais pas en fait que t'as une tache de chocolat. Et nous, le thérapeute, on est là en tant que miroir. On te dit, mais attends, t'as peut-être une petite tache de chocolat là qui peut-être te gêne, tu vois, et qui fait que bon, tu te sens pas hyper à l'aise en fait. Donc on est juste un miroir et toi, tu vas juste le capter et réfléchir différemment. Enfin, je trouve ça merveilleux en vrai. Je pourrais en parler pendant des heures parce que je trouve ça incroyable de te dire que toi, tu as une vision de toi, mais en fait, tu peux en avoir des dizaines d'autres en fait, visions de toi. Et ces visions, elles peuvent évoluer et elles peuvent être de plus en plus belles, en fait. Et c'est justement peut-être ça aussi qui est important. Tu le disais, il y a une sorte de responsabilité. C'est on le fait pour soi, on le fait pour les autres. Et je pense que justement, c'est aussi ce qui te permet de trouver ton toi, qui te rend épanoui personnellement, professionnellement et heureux ou heureuse en fait. Complet. Ok, je t'en fais une petite dernière. Oui. Il est important de trouver un thérapeute avec qui vous vous sentez à l'aise pour obtenir de bons résultats. Donc oui, pour moi, c'est vrai, du coup, parce que c'est un lien humain. On est des humains. Donc forcément, il faut qu'il y ait une alchimie, en fait. Et si tu n'as pas cette alchimie, moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes coachés, vous êtes libres. Si ma façon de faire, ma façon d'être, moi, ça ne vous correspond pas, il n'y a aucun problème. Juste, vous me le dites, on en parle, peut-être qu'il y a des choses que je peux changer, il y a des choses peut-être pas, et c'est ok. Ne surtout pas s'arrêter à oui, je suis allée voir quelqu'un, un thérapeute, ça me va pas du tout, c'est pas du tout fait pour moi. Non, peut-être que c'est pas l'humain en fait en face qui te correspond. Mais comme je disais, c'est peut-être la thérapie qui te correspond, mais pas l'humain. C'est une relation entre deux personnes, c'est un partage. Et souvent, dans notre formation de coaching, on dit qu'il n'y a pas un sachant et un non-sachant. On est deux sachants. Moi, je t'apporte mes connaissances, mais toi, tu m'apportes aussi tes connaissances. Et il faut que je rentre dans ton monde pour pouvoir le comprendre et pour que tu puisses aussi te livrer. Donc parfois, il y a des alchimies qui ne se font pas. Et c'est normal, et c'est ok, et c'est pas grave, on passe à un autre thérapeute. En fait, c'est ça, c'est que il y a autant de façons de pratiquer qu'il y a d'humains. Exactement. Et donc, il y a autant de thérapies qu'il y a d'humains. Et je pense que pour conclure, tu me diras encore une fois si tu es d'accord, mais trouver la personne qui vous fait du bien. Ou en tout cas, qui vous montre vos petites clés et qui vous dit voilà les clés, maintenant à toi d'ouvrir cette porte. Exactement. Tu as très bien résumé la situation. Est-ce que tu voudrais ajouter autre chose à cet échange? Honnêtement, je pense qu'on a tout dit. Peut-être, je redirais juste mes 3 mots maintenant principaux. Il y en avait 2 au début, maintenant il y en a 3. Ça serait la thérapie, en fait, c'est de se comprendre. Donc soi-même, les autres, la communication, la relation, le relationnel.
c'est une prise de décision, de vouloir aller bien, de vouloir aller mieux, de vouloir s'améliorer et de vouloir être heureux, tout simplement. Et il y a une histoire aussi de curiosité. Il faut être curieux. Il faut aller à droite, à gauche, tester un petit peu tout pour voir ce qui nous correspond, ce qui nous plaît. Et être curieux d'aller chercher en soi, en fait. De quand on a réglé nos traumatismes qui nous empêchent de creuser à l'intérieur de nous et de vouloir être heureux, en fait, c'est un beau parcours de se découvrir et de se dire, ah ouais, j'ai cette force-là, mais dis donc, mais je savais pas du tout, quoi. Ah ouais, j'ai réussi à faire ça, alors qu'avant, j'aurais cru que jamais de la vie, je pourrais y arriver. En vrai, c'est beau, quoi. C'est vraiment beau. Est-ce qu'on peut dire que c'est ton histoire? C'est mon histoire. Merci beaucoup pour tous ces mots, pour ce beau sujet. J'espère qu'en tout cas, ça permettra à certains ou certaines de se dire, ok, je décide de faire quelque chose pour moi et je passe ce premier pas, ce cap. Histoire de finir sur un truc un peu plus léger, j'ai une dernière petite question pour toi. Mm-hmm. Quel est ton dessin animé préféré? Mon dessin animé préféré. Je pense que là, ce qui me vient, c'est les Totally Spies. Parce que j'aimais trop ces femmes qui étaient pour moi des femmes fortes, en fait, qui pouvaient faire tout ce qu'elles voulaient physiquement, intellectuellement, sportivement parlant. Et elles étaient aussi dans l'aide aux personnes, en fait. Et donc, moi, ce qui m'anime depuis toujours, c'est aider les autres. Alors souvent, quand on va chercher à l'extérieur, c'est quelque chose qu'on va chercher à l'intérieur. Si je veux aider les autres, c'est peut-être parce que moi aussi, j'ai envie de me sentir aidée, j'ai envie de m'aider au fond. Du coup, ouais, ça serait les Totally Spies. Et j'ai plus son prénom en tête, mais je serais la rousse. J'ai toujours aimé la rousse. On est d'accord, ouais, moi aussi. Et ce que j'aime beaucoup dans les Totally Spies, c'est leur complémentarité, c'est vrai. Exactement. Elles ont des caractères complètement différents et en même temps, en fait, c'est le trio gagnant, quoi. Sans une, ça marcherait pas. Les Totally Spies, on retient ça. Exactement. Merci encore une fois, Aude, pour cet échange. Et je te souhaite une très belle journée. Merci beaucoup d'avoir déjà créé ce Féminouï, ce podcast qui donne la parole aux femmes et qui nous permet de partager un moment entre deux humains sur des sujets qui sont importants, je pense, à mettre en évidence. Donc merci beaucoup de m'avoir fait confiance, de m'avoir invitée et j'ai passé un très très bon moment en ta compagnie. Merci beaucoup pour tes mots, ça me touche. Ça me touche. Et puis, écoute, à très vite. Oui, à bientôt. Merci à toutes et tous pour votre écoute et pour être restés jusqu'au bout de cet épisode. Encore merci pour votre soutien. D'ailleurs, si vous pouviez prendre une petite minute pour noter ou commenter cet épisode, ça me serait d'une grande aide. Et pour ne rien louper, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Féminouï Podcast.